L'hébreu moderne, que je connais bien, que j'ai appris il y a une cinquantaine d'années, que j'ai toujours entretenu sur toutes les raisons. L'hébreu moderne, je veux dire, je parle hébreu moderne comme je parlerais si je vivais en Israël. Il y a seulement des expressions que je ne connais pas, qui sont entrées depuis, etc. Peu importe. Enfin, je suis un bon connaisseur quand même de l'hébreu moderne, et je connais un peu aussi l'arabe. Et depuis 1973, j'ai passé un diplôme, enfin en tout cas une formation en arabe dialectal à la Bourguier-Bascoul de Tunis, donc il y a déjà quand même 45 ans. Je connais un petit peu la langue arabe, les racines de la langue arabe, etc. Et donc je les compare avec celles de l'hébreu. Et oui, c'est visiblement. À partir du moment où j'ai fait ça, d'ailleurs, je me suis dit, bon, ben, l'hébreu, il n'a rien d'extraordinaire. Déjà, dès le départ, la comparaison entre l'hébreu et l'arabe fait que l'hébreu n'est pas une langue particulière. Donc ça m'a complètement arrêté à ce niveau-là. Et quelqu'un qui connaît un petit peu l'arabe ne peut pas se faire une idée extraordinaire de la langue hébraïque, c'est pas possible. Bon. Donc ça c'est un point. Et en outre, l'hébreu actuel est très mal parlé. Il est très mal parlé pour plusieurs raisons. L'une, c'est qu'il emprunte énormément de mots qui ne sont pas hébraïques, parce que les Israéliens ont arrêté à une époque, ils fabriquaient des mots avec de l'hébreu, en changeant un peu, en apportant de nouvelles significations à des racines anciennes, comme par exemple rashmal, qui veut dire électricité, et qui vient d'un ancien mot qui veut dire ambre, etc. Ils prennent des tas d'exemples comme ça. Mais maintenant, ils ne se cassent plus la tête, ils prennent le mot étranger, et puis c'est tout. Donc c'est intéressant parce que voilà une langue qui est truffée de mots étrangers, ce qui n'était pas le cas quand j'ai commencé l'apprentissage de l'hébreu il y a 50 ans. Mais ça permet de comprendre la genèse d'un certain nombre de langues qui empruntent à des autres mots. L'arabe est un cas extrême d'emprunt au français. C'est tout juste dans certains cas, s'il n'emploie pas un mot sur deux, c'est en français. Mais l'anglais n'est pas très loin de la situation, de toute façon. Donc c'est une pathologie de l'emprunt, mais qui est une pathologie sociale, parce que ça veut dire que le groupe n'arrive pas à s'entendre sur des significations, de nouvelles significations des mots déjà utilisés, et alors il préfère utiliser un mot dont il n'y aura pas besoin de renouveler la signification, mais qui est emprunté. Voilà. Donc c'est toujours une crise d'organisation sociale qui explique les emprunts à des mots étrangers. Et de manière générale, le fait de recourir à l'étranger, c'est toujours une phénomène de crise. Puisque par exemple dans le cas du chômage, ou plutôt d'immigration professionnelle, c'est lié au fait que la France n'était plus capable d'organiser sa société de façon à ce qu'il y ait des gens capables, désireux de travailler dans certains domaines, parce qu'on leur a monté la tête en disant mais ça c'est pas pour toi, etc. C'est pas digne de toi. Et donc on fait venir des gens de l'étranger qui eux n'ont pas ce problème. Bon, voilà encore un exemple d'un échec organisationnel que nous payons très cher actuellement. Et pour revenir à l'arabe, une partie de l'alphabet hébreu n'est pas prononcée correctement. Il y a plusieurs lettres en hébreu qui se prononcent exactement pareil, alors que ce sont des lettres différentes. Ce sont des lettres différentes, ça veut dire qu'il va y avoir des prononciations différentes. Par exemple, le cas le plus emblématique, à mon avis, c'est le tet et le tav. Alors, à une époque, on prononçait le tav autrement, on disait par exemple Shabbos, donc c'était un sifflant pour Shabbat, maintenant c'est Shabbat. Bon. Et quand vous entendez, c'est nous des problèmes d'orthographe, parce que maintenant quand vous entendez un T, bon, à moins d'avoir fait des recherches, etc., mais quand on est en T, vous ne savez pas si le T c'est un tav ou un tête. Bon, voilà. Parce que ça se dit de la même manière. Bon, évidemment, si vous connaissez bien la langue, les racines, vous en débrouillez, mais ce n'est pas le problème. Alors, il y a des cas comme ça, le tête, il y a aussi toute la série, alors, des gutturales, le raf, le chet. Alors, qui est-ce qui sait distinguer entre le raf et le chet? Qui est-ce qui sait vraiment distinguer entre le he et le haïn? C'est souvent des juifs qui viennent des pays arabes qui arrivent à faire cette distinction. Mais d'autres n'ont plus cette distinction. Donc il y a des lettres
Ce sont des lettres différentes, mais qui ne se prononcent pas de manière différente. Et l'arabe, lui, en revanche, il a maintenu une pratique de son alphabet qui est beaucoup plus rigoureuse. Il y a des explications à ça, parce que la langue hébraïque moderne est une langue qui a été parlée par des gens dont ce n'était pas la langue maternelle. Et donc finalement, ils ont européanisé l'hébreu, ce qui se sera produit dans un pays où la langue était parlée depuis des siècles de façon ininterrompue. On voit bien que c'est une langue d'immigration, que l'hébreu est une langue d'immigration, qui n'était pas parlée véritablement, et qui fait que il n'y avait pas une façon de parler traditionnelle qui s'est imposée finalement. Puis il y a aussi la prononciation ashkénaze et séfarade, il y a un problème. Mais en général, il y a ce problème-là. Et puis alors, sur le plan sur le fond, j'en ai déjà parlé, mais je dis ça pour compléter le dossier. Il y a l'expression Bnei Adam. J'ai entendu encore écouter Manitou l'autre jour, puisqu'il est mort, une cassette où il parlait des Bnei Adam, c'est-à-dire les hommes, les Bnei Adam. Je trouve ça scandaleux de dire ça. Le Ben Adam, c'est pas n'importe qui, c'est pas les gens en général. C'est Jésus qui est le Ben Adam, qui est le fils de Adam. C'est pas n'importe qui, c'est pas le premier venu. Et que l'on ait vulgarisé cette formule pour en faire quelque chose comme ça, de ouais, les gens, les Adam, etc., qu'on ait galvaudé ce nom de Adam pour désigner n'importe qui, je trouve ça tout à fait inacceptable. Et donc ça pose des problèmes. D'ailleurs, il y avait, au début du siècle, du XXe siècle, il y avait des gens qui protestaient contre l'utilisation de l'hébreu parce que c'était une profanation. Et là, on a un cas de profanation. Et puis alors, évidemment, il y a d'autres problèmes qui se posent. C'est le problème de l'alphabet lui-même. Comment peut-on concevoir qu'un pays qui avait vocation à recevoir des immigrés qui n'étaient pas hébraïsants, hébréophones, comment a-t-on pu accumuler autant de difficultés? À commencer par l'alphabet, qui est un alphabet qui n'existe dans aucune autre langue, à part l'araméen antique, etc., qui survit vaguement. Donc ça, c'est déjà une erreur. Pourquoi ne pas avoir fait comme les Turcs, utiliser 1000 hébreux en caractère latin? Ça aurait été beaucoup plus simple. Et ça aurait facilité non seulement l'immigration, mais ça aurait surtout facilité le maintien de l'hébreu comme langue dominante en Israël, alors que l'hébreu est en récession, il est résiduel, l'hébreu. Les gens parlent d'autres différentes langues. Il y a beaucoup des tas de gens qui parlent, dans la rue en Israël, ils parlent, beaucoup de juifs parlent russe entre eux, par exemple, ou en français, ou en anglais, etc. Donc ils ont saboté le projet, et puis en plus, comme il y a quand même une élite, les Sabras, etc., qui ont appris la langue au berceau, eh bien ces gens-là, ils ont une sorte de domination intellectuelle, culturelle, qui est insupportable, parce que quand on veut créer un pays d'immigration, on ne va pas créer des inégalités comme ça, de cette façon. L'immigration, ça implique de niveler les inégalités, de ne pas les générer. Or, une langue compliquée, c'est une langue élitique, c'est une langue donc inégalitaire. Donc c'est pas du tout supportable. De la même façon d'ailleurs que, par exemple, dans le cas de l'anglais, par exemple, il y a les gens qui parlent l'anglais parce qu'ils l'ont appris, et puis il y a les gens dont c'est la langue maternelle. Et bien là aussi, il y a une inégalité. Et c'est insupportable d'avoir dans un colloque, par exemple, d'un côté les gens dont c'est pas la langue, et qui ont du mal, par exemple, éventuellement à entendre, à se concentrer sur ce qui est dit, et puis d'autre côté des Britanniques ou des Américains dont c'est la langue. Chaque fois qu'il y a des situations de ce genre, où il y a un groupe qui possède les clés d'un mode de fonctionnement, ça génère de l'inégalité, une inégalité inéquitable, c'est de le dire. Donc, il faut faire très attention à ces questions. Moi, je dis toujours, si on veut l'égalité dans une société,
il faut faire des choses qui sont nouvelles pour tout le monde. Alors l'apprentissage de l'hébreu en 1900, c'était égalitaire, parce que personne ne parlait l'hébreu quasiment. Mais 50 ans plus tard, ou 100 ans plus tard, on n'est plus dans une situation où l'hébreu est un élément, un facteur d'égalité, où tout le monde a les mêmes problèmes par rapport à l'hébreu. Il y a ceux qui ont des problèmes et qui arrivent, puis ceux qui n'ont pas de problème parce que c'est leur langue maternelle. Donc déjà, la notion d'égalité, elle est très relative dans le temps. Et par exemple, sous la Révolution française, on a dit liberté, égalité. Égalité parce qu'il y avait effectivement des changements profonds de la société. Mais 100 ans plus tard, ce qui était un changement, c'est devenu une habitude, une tradition, une pratique routinière. Et donc, par conséquent, c'est pas là-dessus qu'on va. Ce qui a pu servir de facteur égalitaire à un moment donné ne sert plus de facteur égalitaire 100 ans plus tard, c'est une évidence.